Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Les inondations d'hier à Tébessa, qui ont causé la mort d'un enfant et des dégâts matériels considérables, ont sonné comme un avertissement, un énième avertissement en vérité, mais avec plus de force néanmoins, un peu comme si les éléments s'étaient mêlés de politique, pour rappeler aux gens que l'adage « Tahti Rasi » est bel et bien révolu, que nous ne pouvons plus nous le permettre et que ça finira par nous retomber sur la tête. À nous tous qui disons « Tahti Rasi ». Tout le monde aura compris, bien sûr, que les causes de ce cataclysme ne sont dues ni à la soudaineté des précipitations, ni à leur volume, et qu'elles sont tout ce qu'on veut, sauf un cas de force majeure. Tout le monde aura compris, tout particulièrement les habitants de Tébessa, que cette catastrophe découle directement et totalement de la gabegie, de l'incompétence, de la corruption qui distingue tout particulièrement cette wilaya du pays profond. Et ceux qui connaissent cette région, qui y vivent ou qui y ont vécu, savent bien ce que je veux dire. Tébessa est l'une de ces wilayas qui n'inspire au régime ni crainte ni considération, parce qu'ils la savent prise en otage par les potentats locaux qui s'en servent comme d'une monnaie d'échange pour s'enrichir, pour se gaver, pour se servir aux dépens de la population. Cela va de soi. Tébessa est l'archétype même de ces wilayas livrés corps et biens à la prédation des potentats locaux en tout genre, depuis le chef coutumier jusqu'au commis de l'État, en passant par nombre de charognards qui se ruent sur la bête, qui la dépècent, qui la dévorent, qui s'y livrent à toutes sortes de trafics possibles et imaginables, à la corruption la plus débridée qui soit. Allez voir les réalisations d'ouvrages en tout genre qui ont coûté pour le seul secteur hydraulique plus de 10 000 milliards de centimes pour ces 10 dernières années. 10 000 milliards. La malfaçon fautive, les tricheries sur les dosages, la réception hâtive et rémunérée des projets, le détournement des fonds destinés à améliorer la vie des citoyens, l'enrichissement fulgurant d'acteurs de toutes sortes dont le sécuritaire et l'administratif forment le fondement même de toute la structure. Allez voir comment vivent les habitants de cette wilaya, dans quelles conditions atroces ils peinent, le manque d'eau potable, la saleté des villes et des villages, comment se comportent les barons et baronnies qui y règnent en maîtres incontestables. Allez voir. Vous y verrez la corruption érigée en institution, en mosquée, en minaret, avec pignon sur rue, avec ses courtiers, ses notables, ses banquiers, ses parrains, ses arbitres, et jusqu'à ses soldats, pour châtier quiconque oserait s'élever contre la mise à sac de toute la région. Une région frontalière, avec tout ce que cela suppose de trafic en tout genre. Allez voir ce qu'est la vie des gens, comme à Zaouia, une immense cour des miracles, privée d'eau, d'infrastructures sociales adéquates, d'écoles dignes de ce nom. Un peu comme si les populations qui y croupissent n'ont pas encore connu l'indépendance. Allez voir comment se comportent les maîtres de la ville, hajjaj à répétition, qui hantent les mosquées, qui construisent même des mosquées, les fortunes qu'ils engrangent au point où ils ne comptent plus les sacs d'argent, puisqu'ils les pèsent désormais. Oui, ces inondations sonnent comme un avertissement pour nous dire que la gabegie se paye, que la passivité se paye, que la connivence silencieuse se paye et que c'est toujours le plus petit qui se mouille. C'est le cas de le dire, en l'occurrence. De Garlas est cerné de partout, y compris par ses propres notables. La population de Tébessa a tout accepté, sans jamais renacler,
sans jamais oser dénoncer les malfrats qui la tuent à petit feu. Et c'est aujourd'hui une première facture qu'elle paye, à l'addition du consentement et du renoncement, de la connivence. Et les factures à venir seront autrement plus lourdes, et pas qu'à Tébessa. Aujourd'hui, TSA, des voitures emportées par d'impressionnantes inondations à Tbessa, par la rédaction. Liberté, des pluies torrentielles et des dégâts importants à Tbessa, par Rachid Jehi. Algérie part, frayeur à Tbessa, 50 voitures emportées par les inondations et un enfant de 5 ans décédé, par la rédaction. Inondation de Tbessa, l'archétype de l'échec. C'est notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'ai ici avec moi sur le plateau Brahim Younsi, ancien cadre du MDA. Brahim Younsi, bonjour. Bonsoir. Merci. Merci Bonsoir. pour votre invitation. Merci. Au téléphone, nous avons avec nous Abdelkarim Chelroum, expert en risque majeur. Abdelkarim Chelroum, merci d'être avec nous. Bonjour, Jamal. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous allons aussi être rejoints par Faisal Mattawi, qu'on n'arrive pas à joindre, qui est journaliste, et par Zoubir Nebbachi, médecin, qui se trouve en ce moment à Tébessa. Brahim Younsi, ce n'est pas la première fois qu'on déplore une telle inondation, particulièrement dans une région comme celle de Tébessa, où il y a un manque d'eau flagrant, où très nombreuses familles n'ont quasiment pas d'eau. Ou alors une semaine sur un mois, ou même pas un jour sur 15 jours, certains quartiers un jour sur un mois, obligés de recourir à l'achat de l'eau par citerne. Et donc dans une telle ville qui souffre beaucoup de l'eau, alors que la pluviométrie, on la voit... Du manque d'eau, vous voulez dire. Manque d'eau, oui, pardon. Alors que la pluviométrie est extraordinaire. Et il a suffi qu'il pleuve pendant quelques minutes seulement pour que se passent les scènes que nous avons vues ensemble. Et tout le monde est d'accord pour dire que cet état de fait est dû non pas à la force majeure, à la puissance et à la soudaineté des précipitations, mais aux infrastructures. Sans doute. D'abord, permettez-moi d'exprimer ma sympathie aux victimes. Bien sûr. Et de présenter mes condoléances aux parents, à la famille de ce petit garçon mort, décédé, emporté Oui. Par les eaux. Oui. C'est pénible. Oui, en effet. C'est pénible, c'est très pénible. On a eu à déplorer que la mort d'un seul enfant. D'un seul enfant. Pour le moment, c'est le seul bilan, c'est le seul mort. Vous avez raison, il y a un manque d'infrastructures criarde. C'est une évidence. Oui. Je crois que si je retournais à Tébessa, je suis allé à Tébessa à maintes reprises, et la dernière fois que j'y suis allé, c'était en 1976, à l'occasion du débat sur la charte, Oui. etc. C'était déjà la désolation. Oui. La désolation. Et c'est vrai que le peu de choses, le peu d'infrastructures, à ma connaissance, qui ont été réalisées, et notamment des logements, etc., l'ont été dans des zones, l'expert en risque majeur va sans doute nous le confirmer, nous le dire, c'est dans des zones inondables, dans des zones à risque. Oui. Mais il faut le dire, ce que révèle cette catastrophe, c'est aussi le changement climatique. Tout le monde entier, nous l'avons vu dans d'autres pays, où il y a eu ce type, hélas, d'inondation. Des dégâts ont été aussi très importants, où des vies humaines ont péri. Nous sommes face à un changement climatique évident. Mais l'Algérie, le pouvoir d'Alger ne se prépare pas, ne s'est pas préparé. C'est la raison pour laquelle, je pense, vous voyez, c'est pas imprévisible. Oui. Parce que nous avons des météorologistes, nous avons des climatologues, qui peuvent prévoir ce type de pluie torrentielle. Pour dire, à tel moment, il y aura des pluies torrentielles. En ce moment, nous savons qu'il y a, on l'appelle Clarence, qui menace
une partie des États-Unis, Isaac qui menace une partie, sinon toute la Guadeloupe. Donc on prévoit ce type d'événements qui peuvent provoquer des catastrophes et des pertes de vie humaine. Mais le pouvoir algérien ne prévoit rien et laisse faire. Mais Brahimi aussi, au-delà de cette imprévoyance, au-delà du fait qu'effectivement la pluie a été très importante, les précipitations ont été brutales, soudaines et massives. Mais il y a autre chose, c'est que ces wilayats comme Tébessa, comme Tissemsil, Saïda, Msila, toutes les wilayats du pays profond, pourquoi sont-elles aussi délaissées? Pourquoi sont-elles livrées pieds et poings liés aux mafias locales, aux potentats locaux? Pourquoi sont-elles aussi délaissées, négligées? Pourquoi y a-t-il autant de chômage? Pourquoi des populations entières croupissent dans des quartiers infâmes? Il faut connaître Zouïa de Tébessa. Moi, j'ai connu, j'ai fait des reportages là-bas. C'est atroce, c'est indescriptible. Oui, non, pourquoi est-ce qu'on s'occupe plus des villes du littoral, d'Alger? Je crois que même Alger, oui, mais relativement, j'entends. Certains quartiers d'Alger, oui, certaines régions d'Alger sont totalement délaissées, abandonnées. Oui. Totalement. Si des pluies torrentielles aussi fortes que celles qui viennent d'avoir lieu à Tébessa avaient lieu à Alger, nous vivrions exactement et nous verrions exactement les mêmes images. Il y aurait peut-être davantage de victimes. Nous avons connu les tragiques inondations de Bab el Oued par exemple, dans les années... où le bilan a été très lourd. Très lourd. Oui. Très, très lourd. Bab el Oued, c'est pareil. Mais là aussi, c'était dû à la négligence et à l'incompétence. Des regards avaient été bouchés, nous avait-on dit à l'époque, pour lutter contre les incursions terroristes. Oui. Ils avaient quasiment fermé des exutoires. Et ils s'en est... Et ça, on peut parler même de crime. Oui, en effet. Parce qu'on a fermé les égouts pour empêcher, soi-disant, et on savait, on ne pouvait pas ne pas savoir qu'à la moindre petite inondation, c'est tout Alger ou tout Bab el Oued qui allait être inondé. Il s'est trouvé peut-être qu'un bureaucrate a décidé comme ça. Oui. Oui. Nous allons demander à Abdelkrim Chelroum. Abdelkrim Chelroum, d'abord, comment expliquez-vous cette hécatombe, ce cataclysme qui a eu lieu à Tébessa? Merci pour l'invitation. Moi, je crois que c'est une situation attendue. De toute façon, il fallait s'y attendre, que ce soit à Tébessa, à Batna, dans le Grand Sud, au niveau du Haut-Plateau, à Alger, probablement Oran et tout ça. Tout ça, c'est connu. Il y a, pour chaque région d'Algérie, il y a ce qu'on appelle des zones inondables. Concernant les inondations, je dois vous rappeler qu'il y a eu des inondations déjà par le passé catastrophique de mars 1973 à l'est algérien. Il y a eu quand même plus de 35 victimes. Les inondations de 1974 du bassin versant de l'Algérois, où il y a eu Sidi Ouzou et Sebaou, il y a eu quand même plus de 50 victimes. Les inondations de 1984, toujours à l'est algérien. Et vous venez d'en parler, des inondations du 9 et 10 novembre de 2001 de Bab el Oued, des inondations également catastrophiques avec plus de 100 victimes à Gardaya, dans le sud. Tout ça, c'est bien identifié, c'est bien répertorié par rapport aux risques majeurs et catastrophes naturelles qui touchent l'Algérie. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a eu une loi 04-2004 qui a été élaborée juste après le séisme de Boumerdes en 2004 et qui a pratiquement passé en revue les 10 risques majeurs qui touchent ce pays. Parmi ces risques, il y a les inondations. Comme vous le savez, si jamais, dans ce pays, sur les 1541 communes, il y a environ 700 communes qui sont confrontés à un risque d'inondation majeur. Parmi les 1000, pratiquement la moitié. Et je peux vous dire, les 48 wilayas sont concernés, du nord au sud, d'est en ouest. Oui, mais Abdelkrim Chelroum, donc 700 communes concernées par un risque d'inondation majeur. Mais pourquoi, en fait,
Est-ce juste parce qu'elles sont disposées de façon désavantageuse? Est-ce que c'est à cause de la nature ou est-ce que c'est du fait de l'homme, du gestionnaire, du commis de l'État? Je vais vous expliquer. Non, c'est les caractéristiques de l'Algérie, du pays, qui la prédispose à ce genre si vous voulez, de catastrophes par rapport aux inondations. Il y a par exemple, les villes, beaucoup de wilayas et de grandes villes, Batna, Médéa et Ndefla, Sidi Ouzou, connues, qui sont situées au piémont de montagne. Il y a de grandes villes comme Ouadriouz, Belabès, Brfarish, Batna, Sila, Béchar, comment dirais-je, j'en passe, qui sont traversées par d'importants ouads, y compris Alger. Hein. Il y a 101 ouads à Alger, pour votre information. Donc, il y a exactement des situations un peu, je dirais, exceptionnelles. Des situations climatiques dont votre invité vient d'en parler, des problèmes climatiques, et les météo, mais ça, c'est un peu prévisible. On peut prévoir ça. Et malheureusement, le gros problème dans ce pays, c'est qu'il y a eu des défaillances majeures au niveau de l'urbanisation et au niveau de l'aménagement du territoire local ou régional. Ben justement, Abdelkarim Chelroum, justement, vous aviez déjà dit dans cette émission, il y a quelque temps, vous étiez passé, nous avions parlé de ces risques majeurs, vous nous aviez affirmé que beaucoup, vous avez même donné un pourcentage, je ne m'en rappelle plus très bien, des constructions en Algérie l'ont été sur des lits d'oued ou à proximité des oued. Est-ce que c'est normal? Mais, vous savez, vous prenez la loi. Quand je parle de loi, j'y ai participé, c'était le principal moteur pour votre information. Il y avait beaucoup d'experts indépendants, je faisais partie, hein. Ils pouvaient nous appeler. Donc, on a mis une excellente loi qui a été, pour votre information, votée par les deux chambres. Actuellement, elle est dans les tiroirs. Et dans cette loi, qui a été pratiquement en voie, elle a été complètement ignorée, bafouée par les services concernés. Les gens qui ont lancé les grands projets, dits projets du siècle, vous savez. Ils ont été projetés au niveau, pas des lits majeurs des oueds. C'est le cas de Tébessa, si vous avez remarqué. Oui. C'est au niveau des lits mineurs des oueds. Alors, d'ailleurs, j'étais sur une chaîne de télévision tout à l'heure, ils ont ramené un vieux Hajj, et qu'est-ce qu'il a dit? C'est lui qui, oui, le témoin, il a plus de 90 ans, il a dit ici c'était un ouest. Et ils sont venus, ils ont construit ça, et maintenant l'eau n'a pas ouvert, et puis il a déporté. C'est le cas de Batna, c'est le cas de Béchar, c'est le cas de Ringizem, c'est le cas de Bab el-Oued, le Frévalant, c'est le cas prochainement du Val d'Hydra, qui est un oued. On a fait une autoroute, comme le Frévalant, c'est l'autoroute qui a amplifié, si vous voulez, la catastrophe de Bab el-Oued, avec une urbanisation débridée. Et on nous dit même, Abdelkarim Chelroum, on nous dit même que la grande mosquée aurait été construite sur un lit d'oued ou quelque chose comme ça. Vous savez, si jamais... La grande mosquée de Bouteflika. On nous dit qu'elle a été érigée sur un lit d'oued. Cette grande mosquée Fidjamel, voilà, je préfère en faire une parenthèse parce que j'en ai tellement écrit, j'en ai tellement parlé, alors on m'a été traité de tous les noms, alors on laisse ça de... نخليوها ربي كما يقولوا surtout que c'est une question de mosquée خليها ربي ومن بعد on verra. Restez avec nous Abdelkarim Chelroum, je reviens à vous dans un moment. Avec nous Zoubir Nebbachi, médecin qui de Tébessa et qui en ce moment à Tébessa. Zoubir Nebbachi, bonsoir. Bonsoir, Jean. Bonsoir. Alors, d'abord, est-ce que vous pourriez nous parler un peu, nous dire ce qui s'est passé, quel est l'état d'esprit des gens? Par exemple, Algérie parle de 50 voitures qui auraient été emportées,
alors que des témoins de TBSA nous parlent de centaines de voitures. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Un constat d'abord, un compte-rendu, un bref compte-rendu. Ce que je peux vous dire, d'après d'abord la déclaration du Wali, le premier responsable de TBSA, qui avait incriminé ses prédécesseurs d'avoir obstrué un web et donné des permis de construire dessus. Donc le web, quand il est venu de la montagne, il a repris son chemin naturel. Donc il ne pouvait pas passer par des bus, donc il est passé au-dessus et il a repris son chemin naturel. Il a tout balayé sur son chemin. Donc, moi, je te dirais une demi-heure de pluie torrentielle, en ici, pour dévoiler toutes les carences de l'urbanisme TBSA. Que disent les gens, que dit la population après un tel cataclysme? Ils sont dans un état pitoyable. Quand ils ne peuvent rien faire contre ce système, ils se résignent. Ils auraient aimé qu'il y ait un mouvement, au moins de protestation, pour ce qui fait face à TBSA. Malheureusement, c'est l'inertie totale. Zuber, je vais poser une question crue, qui va déplaire à beaucoup de gens. Pourquoi la population de TBSA, contrairement à d'autres populations qui sont très actives, très dynamiques, qui ne se laissent pas faire, du moins pour ce qui est du SMIG, du SMIG urbanistique, du SMIG sociétal, du SMIG de dignité, pourquoi la population de TBSA n'a pas de gens de société civile qui la représentent vraiment, qui parlent en son nom, qui tapent sur la table, qui exigent que la population soit mieux traitée, parce que moi je connais bien TBSA, je sais comment vivent les gens là-bas, quelle souffrance les populations endurent, quel manque d'eau, quel manque de voirie, quel manque d'école. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que la population de TBSA n'a pas de vrais représentants, que ceux qui se parlent en son nom sont autour de la table, de la mangeoire, du râtelier, tout ce que vous voulez? Je sais, si jamais, que vous avez travaillé longtemps à TBSA et que vous connaissez. Donc la représentativité n'existe plus. C'est un choix qui est fait par le système. Et voilà, tu vas me dire qui se représente. Personne ne représente. Donc, par moment, même si tu as un élu qui essaie de faire bouger les choses, il est tout de suite mis au placard. Oui, mais qu'est-ce qui fait que la société TBC soit aussi tétanisée, qu'elle n'arrive pas à s'exprimer? Certaines régions en Algérie, dans le nord de l'Algérie par exemple, n'auraient jamais accepté d'être traitées ainsi. Pourquoi la population de TBSA a ainsi été réduite au silence? Et j'en sais quelque chose. Je sais que si les rares qui s'expriment de temps en temps, ils ont de très graves ennuis, vous le savez très bien, Zuber Nebashi. Mais si jamais cet état n'existe pas depuis les inondations d'hier, le Chab Kem est tétanisé depuis 62, il est pris en otage. Oui. Restez avec nous, Zuber Nebashi, je reviens à vous dans un moment. Brahim Younsi. J'insiste vraiment. Qu'est-ce qui fait? Je vais essayer de parler très franchement. Qu'est-ce qui fait que certaines populations de la société algérienne sont, comment dirais-je, très, très présentes pour ce qui concerne leurs revendications? En Kabylie, par exemple, pour dire les choses. À Alger, du moins certains quartiers d'Alger, dans certaines régions, alors que dans d'autres régions, surtout le pays profond, des gens ne sont pas à peu près, elles sont complètement oubliées. Ou alors elles sont devenues l'otage, dans le vrai sens du terme, de notables, de potentats locaux, qui s'en servent pour s'enrichir, mais avec la passivité, j'allais presque dire la connivence des populations elles-mêmes. Quel est ce ressort qui a fait que la situation soit Pour ainsi? Pour l'analyser, c'est extrêmement difficile, mais je pense, et c'est une réalité, vous venez de donner une ou deux exceptions. Oui.
ce qui est vrai. Oui. Mais les revendications sont davantage politiques. Parce que quand vous voyez la Kabylie, les ressortissants de Kabylie se plaignent de manque d'infrastructures, de Mais manque pas de... au point de Tébessa. Moi, j'ai connu les deux. Oui, oui. Pas au point. Oui. Tébessa, c'est l'horreur. Vous ne pouvez pas imaginer. Nous en parlions tout à l'heure. J'ai connu aussi Tébessa. Je vous ai dit, c'était la désolation. Oui. Nous avons parlé de Msila, c'était la désolation. Pareil, c'est le même genre. Etc., etc. Mais c'est aussi la désolation dans certains quartiers d'Alger. C'est véritablement la désolation. Certaines villes de Kabylie. Moi, j'ai vu peut-être l'un des reportages le plus difficile. Il s'est fait, par exemple, dans une région de Kabylie, à Seddouk. C'est la mort. C'est la mort. Même, donc, vous êtes en train de me dire que je me trompe, que même en Kabylie, certaines populations absolument. de la Grande Kabylie... Abou Ga'a, comment, je crois qu'il est originaire de cette région, Ali Ben Warib, vous en parlerez mieux que moi. C'est la désolation également. Je crois que c'est toute l'Algérie. Nos villes, c'est vraiment la bidonvillisation de nos villes. C'est la clochardisation dans les villes. Je crois que toute l'Algérie est concernée. Si demain, par exemple, à Alger, c'est exactement, Monsieur Chelroum, je crois que c'est... Oui, Chelroum Abdelkrim, oui. Pourrait en parler. Oui. Le risque sismique. Le risque sismique, là nous parlons d'inondation. Et il nous est arrivé, nous en avons parlé les années précédentes, de tremblements de terre. Et de tremblements de terre où il y a une concentration, une densité de population extrêmement élevée, extrêmement grande, où les morts se comptent par milliers. Et des constructions qui ont été réalisées n'importe comment, qui ne répondent pas aux normes minimales. C'est-à-dire que les Algériens vivent dans le danger permanent, que ce soit sur le plan de l'habitat, où les normes antisismiques ne sont pas respectées, des constructions qui se sont faites, et vous l'avez dit, et l'expert en risque majeur l'a dit, dans des zones inondables, mais aussi, et nous le savons, avec tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, le choléra, etc., les Algériens aussi sont en danger du point de vue de l'alimentation. Oui. C'est un domaine extrêmement aussi important. Absolument. Il est quasiment établi, même si les autorités ne l'ont pas dit, même s'ils n'ont pas dit qu'ils ont trouvé les sources d'infection, mais il est quasiment établi que ça vient de l'infiltration des eaux usées dans les eaux potables. Tout à fait. Il n'y a plus de doute pour ça, sauf qu'ils n'osent pas le dire. C'est la raison pour laquelle le choléra, c'est par le robinet qui se transmet. Aucune région d'Algérie, hélas, n'est épargnée par ce type de phénomène, par ce type de catastrophe. Chelroum Abdelkrim, en termes d'urbanisme et d'aménagement du territoire et des normes minima de construction, comme vient de le dire Brahim Younsi, pour ce qui est de l'antisismique, sachant que 80 ou 90%, ou peut-être plus, de ce qui a été réalisé après l'indépendance se trouve dans ce cas. C'est-à-dire sans urbanisme, sans aménagement du territoire, sans précaution minima. Que faudra-t-il faire, d'après vous, pour y remédier, pour essayer d'arranger les choses, si tant est que ce sera possible? Si j'aime ça, c'est une question pertinente, parce qu'il y a votre invité qui l'a soulevé, oui. Et moi, c'est ce qui me tracasse beaucoup et c'est ce qui me fait peur. C'est ce depuis le séisme de Boumerdins et de Schlepp. La problématique sismique, si vous voulez, le séisme, il est, je dirais, 1 million de fois plus dévastateur que ces inondations. Et il va toucher justement, c'est là où le bas blesse, ces constructions qui sont sur des sols lâches, sur des sols près des oueds, sur des lits majeurs des oueds, c'est des sols liquéfiables, c'est des sols glissables et passables. C'est ce que je n'ai cessé de répéter depuis le début de la construction de la grande mosquée dont vous venez de soulever la problématique. Alors, imaginez un séisme de 6,5 ou bien 7 qui va frapper Alger ou Oran. Et je connais bien ces régions. Alors,
moi, je ne parle pas avant 62 ou juste après. Moi, je parle de toute cette masse de béton qui a été érigée sur n'importe où, sur des régions, sur des zones non constructibles. Alors, si je vous prenais le problème posé, si vous prenez la carte, je parle d'Alger plus particulièrement, de 1958, vous verrez que si les Fayette, Ben Ibrahim, les bars avec, les grands vents, les Hamid, grande partie de Chiraga et Ndriem, c'est des zones marquées rouges, non constructibles, et ce pas des imbéciles, quand je dis 1958. Maintenant, venez visiter, je vous invite, vous allez voir, tous les oueds sont construits avec des permis de construire, avec des certificats d'urbanisme. Toutes les zones proches des failles sismiques ont été construites. Alors imaginez une catastrophe comme ça sismique, et là je prie Dieu pour qu'il n'y ait pas un séisme identique à celui de Boumerdès qui va frapper Alger ou Oran. Parce que là, ces inondations, ça sera ce qu'on appelle un Sunday pique-nique par rapport à un séisme majeur. Et c'est là qu'on essaye toujours, personnellement, d'attirer l'attention des responsables de ce pays. Parce que oui. Si je prends les recommandations de l'ONU concernant les catastrophes de grande ampleur, à savoir les séismes, les grandes inondations, les tremblements de terrain, les catastrophes technologiques, très clair, ils vous disent que c'est le gouvernement qui endosse la responsabilité tout entière et non le citoyen. Abdelkarim Chelroum, si je vous demandais de nous donner un chiffre, même approximatif, en taux, en pourcentage, des constructions qui ont été érigées sur les zones non constructibles, combien vous me diriez? 20%, 40%, 50%? Abdelkarim Chelroum? Abdelkarim Chelroum, vous m'entendez? Abdelkarim Chelroum? Il semble qu'il y ait un petit souci. Nous allons essayer de voir si nous pouvons joindre de nouveau Abdelkarim Chelroum. Zoubir Nebbachi. Après ces inondations, ce grave traumatisme subi par la population de la ville de Tébessa, est-ce que vous pensez que la société civile est susceptible de pouvoir s'organiser maintenant pour se défendre, pour exiger de l'administration qu'elle soit plus sérieuse, qu'elle prenne en charge ces missions de façon claire et qui ne baigne pas dans la corruption et la turpitude? Mais je crois que si jamais oui. de la corruption, de l'incompétence, quand j'entends le monsieur parler de Bjaya, Bjaya choisit de vrais représentants de la société civile. Or, à TBSA, c'est des gens qui sont parachutés et qui viennent justement pour aller dans le sens de la médiocrité, de l'incompétence. Voilà ce qui se passe à TBSA. Oui, mais pourquoi Zoubir Nebbachi, pourquoi vous, une personne comme vous, que je vous connais personnellement, je sais ce que vous valez, pourquoi des gens comme vous ne font pas tout pour essayer de défendre leur ville et les gens de leur ville? Pourquoi est-ce que les intellectuels de cette ville, de cette région, ne s'engagent pas pour essayer justement de remplacer au pied levé tous ces corrompus qui se servent sur la bête, j'allais dire? J'ai pas très bien entendu, j'aimerais ce que vous venez de dire. Si vous... Je suis en train de vous demander, Zoubir, pourquoi des gens comme vous, des intellectuels de Tébessa, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, des gens honnêtes, intègres, pourquoi ne s'engagent-ils pas pour chasser ces faux représentants de la ville de Tébessa et de sa wilaya?
Écoutez, Jamal, quand le nombre des anormaux dépasse celui des normaux, c'est les normaux qui passent pour des anormaux. C'est ce qui se passe chez nous. Donc, moi, je parais à leurs yeux quelqu'un d'anormal. Donc, je n'ai pas ma place parmi ces anormaux. Et ça dure depuis 62. Pour l'anecdote, je viens d'assister à un jubilé en l'honneur du docteur Mokrani, que tu connais très bien. Oui. On donne la parole à quelqu'un qui était en 62 maire de tel État. Ok, mais ils ne sont pas fatigués de parler, ces gens-là. Depuis 62, on lui donne encore la parole. Mais d'où Voilà vient... l'état de décrépitude que vit l'État. Mais d'où vient cette propension à ne reconnaître que les propres siens, ceux de sa tribu? D'où vient le fait qu'on continue à voter Ould Ammi, Hamarna, wala Ahsan al-Nas? D'où vient cette propension à choisir les plus médiocres alors que les preuves ont été faites que ces gens ne s'occupent pas des leurs, que ces gens ne s'occupent que de leur propre poche, que de leur propre famille? Pourquoi la population ne se secoue-t-elle pas, à votre avis? Ce problème de tribalisme dont vous parlez, c'est un fonds de commerce. Quelques individus l'utilisent à des fins lucratives. Pardon. Oui. C'est comme منظمة تاع المجاهدين, منظمة تاع الشهداء, منظمة تاع ولاد الشهداء. Tout ça, c'est des fonds de commerce. Tant qu'on n'a pas trouvé la solution, qu'on n'est pas revenu sur le modèle de la loi d'abord, et la citoyenneté, tant qu'on n'a pas instauré ce système de citoyenneté chez nous, on ne peut pas espérer grand-chose. Restez avec nous, Zoubir. Abdelkarim Chelrom, vous êtes avec nous? Abdelkarim Chelrom? Oui, Jamal. Je reviens vers vous. Je vous avais posé la question de nous dire, si vous disposez de ce chiffre, à quel taux, en pourcentage, s'élèverait le nombre des constructions en Algérie qui ont été construites sur des zones non constructibles, comme on dit en jargon. Voilà. Mais, franchement, c'est un peu difficile, mais je vous dis pratiquement, vous savez, il y a le constat. Parce qu'il faut le dire, ces catastrophes, que ce soit des inondations, ou les séismes, ou l'églissement, ou autre chose, je l'appelle personnellement, les contrôleurs après coup. Parce que quand ils frappent, il y a eu beaucoup de rejets. Donc, moi, je vois que pratiquement 70 à 80% de tout ce qui a été lancé comme projet n'est pas conforme. Il faut le dire. 80%. Il y a quelques gouttes de pluie, c'est l'inondation. Je parle de l'autoroute, je parle des grands projets structurants. 80%. 80, là, tout ce qui m'entoure, les grands ensembles immobiliers, je vois un peu à Alger, sont construits de manière inacceptable. Voilà. Je préfère garder ce qualificatif. Donc, je ne sais pas, franchement, j'ai fait l'expertise de plus de 4500 bâtisses au niveau de la région de Boumerdès après le séisme, et je sais exactement ce qui s'est passé. Que ce soit pour les gros ouvrages, que ce soit pour les petits ouvrages. Donc voilà, c'est pour cela que j'en profite un peu, et j'ai toujours, quand je propose des procédures ou quelque chose comme ça, des fois on nous traite avec mon équipe d'alarmistes, de temps en temps de défaitistes, alors qu'on est réaliste. Parce que nous, on n'est pas des philosophes de Jamal. Oui, mais c'est Abdelkarim Chelrom. Si demain, on vous demandait de réparer tout ça,
tout ce qui a été mal construit, en deçà des normes ou en violation des normes généralement admises. Est-ce que c'est possible, selon vous, demain, si l'Algérie se serre la ceinture, si elle a de véritables représentants, un véritable chef d'État, de véritables élus, est-ce qu'il est possible de réparer ce qui a été dévasté, ce qui a été ravagé? Est-ce que c'est possible? Voilà, pour ne pas me contredire, parce que j'avais proposé ça ce matin, j'ai dit qu'il est urgent, compte tenu de la situation, je dirais, très, très préoccupante en matière justement d'aménagement du territoire et d'urbanisation. J'ai demandé à ce qu'il y ait la mise en place d'une haute autorité qui sera chargée justement d'expertiser, de vérifier, de déconstruire s'il le faut, de déplacer et de réhabiliter toutes ces zones-là et toutes ces constructions. Mais cette instance doit être érigée en une instance vraiment, je dirais, souveraine. Il ne faut pas qu'un petit wali ou un petit ministre vienne s'immiscer. C'est-à-dire, dans ses attributions, il faut que cette instance doit, normalement, être le véritable contrôle de tout ce qui est aménagement et tout ce qui est stabilisation dans ce pays. Sinon, je pense que la solution est impossible. Voilà. Autant dire les 12 travaux d'Hercule. Voilà, ok, c'est jamais. Merci, Voilà. Merci Abdelkarim Chelroum d'avoir été avec nous. J'espère que vous reviendrez plus souvent. Khala khair, slama. Brahim Younsi, d'abord une information qui vient de tomber. Attachez votre ceinture. On nous apprend que Bouteflika et Macron viennent d'échanger un coup de fil. Ils viennent de se parler au téléphone. Est-ce que Macron a confirmé? C'est une information officielle pour le moment qui vient de tomber. On va me le dire à l'oreillette. Est-ce que Macron a confirmé? Est-ce que les autorités françaises ont confirmé? C'est important. Voilà. C'est important. Justement, Oui. je vais rester là. D'accord. Je vais m'accrocher au chef de l'État algérien. D'accord. Moi, je n'ai pas entendu déplorer, présenter ses condoléances, dire un mot à la population de Tébessa. Et d'ailleurs, nous allons demander à Zoubir tout de suite s'ils ont reçu la visite d'autorités pour venir déplorer, présenter leurs condoléances, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que le président n'a pas présenté ses condoléances. Voilà. Ni même exprimé ses regrets, ne serait-ce que par écrit. En de telles circonstances, le chef de l'État, devant le malheur, un aussi grand malheur qui touche toute l'Algérie, qui endeuille tous les Algériens, le chef de l'État reste cloîtré dans son mutisme. C'est inadmissible. Et c'est d'autant plus inadmissible s'il a échangé quelques mots avec Emmanuel Macron, dont on peut deviner la raison. Le 5e mandat. Pas seulement le 5e, non, je crois que c'est l'affaire Audin. Ah, je pense que c'est l'affaire Audin. Oui, oui. Je pense. Mais cette affaire Audin, cette reconnaissance très bonne qu'il faut saluer. Et je la salue 10 000 fois, évidemment. Il y a des gens que j'ai connus, Laurent Schwartz, Pierre Vidal-Naquet, etc., et d'autres qui se sont battus. Et bien sûr, Josette, et bien sûr, Josette, ceux qui se sont battus pour la vérité sur Audin. Bien sûr, l'épouse de Maurice Audin, Josette Audin. Hein, mais simplement, cette affaire-là, mais le pouvoir d'Alger, dans l'embarras, on pavoise là-bas, mais c'est très bien. Mais simplement, il y a 1000 affaires Audin. 1000 affaires Audin. La torture systématisée aussi en Algérie. Oui, mais c'est peut-être le commencement. C'est un commencement habile. On commence à reconnaître le tort porté à un Algérien d'origine française. La France n'a pas à reconnaître des crimes, la torture qui a été commise par les autorités algériennes sur des Algériens. C'est la raison pour laquelle je dis, ici, ce sera l'occasion d'une prochaine émission. 60 ans après, Macron reconnaît la responsabilité de l'État français. Nous, des événements qui se sont passés il y a une vingtaine d'années, on a du mal à reconnaître, à ouvrir des enquêtes. Absolument. Hein, pour dénoncer la torture, pour dire que l'État... Autrement plus récent, autrement plus vif, faut l'appeler encore béante. On peut applaudir. Absolument. Mais nous avons une poutre dans notre œil.
Absolument. Autre chose, oui, si vous me permettez. je vous en prie. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question. Je crois que l'individualisme, à propos de cette apathie, disons, Oui, des Algériens, je crois que l'individualisme a gagné dans toute la société, chacun pour soi. Haddi Babdari, Voilà. c'est notre proverbe chacun national. pour soi. Et puis, parliez de représentants. Cette société civile, je crois que je l'ai dit 1000 fois, et pardonnez-moi, je vais le redire ici, 1000 fois, la société civile est une société périphérique. Elle vit en marge de la société. Oui. Et bien entendu, ce sont ces potentats, c'est le tribalisme qui finit parce qu'on a besoin de solidarité. Tribalisme en 2018. Voilà. Parce qu'on a. Oui, mais souvenez-vous, en Kabylie, on a créé un mouvement des Harouches. La Harouche, oui. On a créé un mouvement des Harouches. C'est-à-dire que nous sommes en train de régresser. Nous sommes en situation de régression. De façon quasi officielle. Absolument. Brahim Younsi, l'expert en risque majeur, Abdelkarim Chilroum, nous a dit que quasiment 80%. J'étais ahuri par le pourcentage. Ce qui a été construit l'est en violation des normes. Oui, tout à fait. Certains en violation flagrante. Tout à fait. Comment on va faire? On va tout démolir, tout reconstruire? Nous sommes obligés de démolir le système et démolir le reste. C'est ça l'Injazet? Ce que je sais, parce que je connais bien cette région-là, sur Bab el Oued. Oui. Il y avait un Oued. Et bien sûr, le Oued reprend son lit. Le Oued reprend son lit. Oui, naturellement. À chaque intempérie, il reprend son lit. Et on a construit une autoroute. Absolument. L'autoroute aussi, elle est sur le lit d'un... En tout cas, de celle qui part de Bab el Oued vers Ben Aknoun, etc. Oui. Incroyable. Un tronçon de l'autoroute qui a été fait il y a déjà un moment. Zouber Nebbachi, nous arrivons à la fin de l'émission. J'aimerais savoir si les autorités centrales, comme on dit, les autorités politiques centrales, la présidence de la République, le ministre de l'Intérieur et les autres, se sont rendus à Tébessa ou non, aujourd'hui? En dehors du Wali, du PAPC de Tébessa et certains élus. Situation catastrophique. Ils ne sont pas venus compte d'une arrivée quelconque. Ah. Alors officiellement, le président n'a pas fait, la présidence du moins n'a pas fait de communiqué. Je crois que même les ministres de l'Intérieur ni les autres n'ont pas fait de communiqué et ils ne se sont pas déplacés, sauf preuve du contraire, à Tébessa. Personne n'a été, à part les autorités locales qui ont fait un petit tour de piste, il semble. Je voulais que vous nous confirmiez. On ne peut pas leur créer beaucoup de soucis. Oui. Mais Zouber Nebbachi, avant de nous quitter, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer à Tébessa et est-ce qu'il va se passer quelque chose? Je suis très, très pessimiste. Il ne va rien se passer. Le cours de la vie va prendre. En vacation, je ne vois pas beaucoup de choses, moi, qui peuvent me donner des signes qu'on va changer quelque chose. Parce que, si jamais, le choix des élus, si on fait une comparaison entre Tizi Ouzou, Bjaya et Tébessa, l'écart est énorme entre le niveau des choix des personnes. Et tu en sais beaucoup, toi, puisque tu as vécu à Tébessa. Merci beaucoup, Zouber. Au plaisir de vous retrouver. Brahim Younsi, en peu de mots, le mot de la fin, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les villes algériennes, les populations algériennes vont continuer comme ça à subir autant de catastrophes? Hélas, oui. Je ne peux répondre que par l'affirmative, parce que nous avons subi des catastrophes beaucoup plus importantes que celles que vit Tébessa. Et rien n'a changé, rien n'a bougé. Le système reste le même et tourne sur lui-même. Et le système, à cause justement de ce silence, de cette apathie et des fautes ou des erreurs de certains acteurs, il se réinvente quotidiennement, il se régénère quotidiennement.
voilà ce à quoi nous avons affaire. Tant que les partis politiques n'ont pas pris conscience et ne pas donner seulement dans la visibilité, mais donner dans la crédibilité. Je crois que les gens choisissent la visibilité au lieu de choisir la crédibilité. Parce que dans cette affaire, c'est aux partis politiques qui ont des militants en principe à Tébessa. C'est à eux d'informer aussi l'opinion publique, entre guillemets, algérienne, de ce qui s'y passe vraiment, réellement. Absolument. Réellement. Les dessous. Tous les ce dessous. Qui se passe. Tout ce qui se passe. Et tout ce qui s'est passé. Or, les partis politiques ne sont pas le relais. Oui. Avec un relais avec la population. Et généralement, les partis politiques sont les alliés naturels du régime, du moins tant que ce régime aura la possibilité et les capacités financières d'arroser tout le monde. Organiquement, oui, hélas. Brahim Younsi, merci beaucoup. Abdelkrim Chelroum, merci beaucoup. Zoubir Nebbachi, merci beaucoup. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qara la khair, slama.